Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce nouvel épisode d'actualité sur l'économie, la bourse et l'immobilier, secteur d'ailleurs moins abordé généralement sur la chaîne, mais dont on va parler un peu aujourd'hui car je suis en recherche active sur le terrain. Donc on se retrouve directement sur le sommaire. Tout d'abord, comme je vous le disais, on va regarder les indices en bourse, leur évolution depuis quelques semaines et quelques mois, l'état du marché et quelques entreprises aussi dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va regarder des indicateurs sur l'économie qui vont permettre de voir notamment l'évolution de l'inflation, le cours euro-dollar, le pétrole, aussi quelles sont les prévisions d'inflation sur le long terme, etc. On regardera aussi la baisse des prix de l'immobilier aux États-Unis et en France, c'est le dernier point, la valorisation du S&P 500 par rapport à son historique, etc. Et donc en dernier point, on va regarder l'immobilier. Je vais vous parler un petit peu de mes recherches en cours, sachant que je vais développer un petit peu plus ce point que d'habitude. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent sur la chaîne, mais c'est un sujet qui a été super intéressant pour moi à préparer car je suis en plein dedans en ce moment. Et on va regarder donc par exemple la baisse concrète du pouvoir d'achat à cause des taux. On va faire des calculs ensemble, etc. Évidemment, vous avez comme d'habitude le sommaire en description pour passer d'un chapitre à l'autre et on attaque sans plus attendre. Tout d'abord le S&P 500, donc le marché s'est extrêmement bien repris comme on le voit depuis le point bas qu'on avait fait en octobre 2022. Évidemment, peut-être qu'on refera un point bas un jour, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais pour l'instant, clairement, le marché est très bien reparti. Donc on avait baissé à l'époque de plus de 25% et aujourd'hui on est à seulement moins 6% par rapport aux anciens plus hauts historiques. Si on va voir le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'il est à moins 8% par rapport aux anciens plus hauts historiques. Il avait corrigé évidemment plus, puisqu'il y a plus d'entreprises de la tech notamment dedans qui avaient beaucoup corrigé. Et aujourd'hui, il s'est très bien repris. On voit que les deux marchés ont eu une toute petite faiblesse depuis une semaine environ, mais rien de bien affolant. On a perdu voilà 3%, 4% sur le Nasdaq. Et si je vais sur le S&P 500, de la même façon, vous voyez par rapport aux anciens plus hauts de la semaine dernière, on avait fait moins 2, moins 3%. En parlant du S&P 500 et du Nasdaq, je voulais vous montrer l'action Apple qui a clairement corrigé depuis quelques jours et ça a forcément impacté ces deux indices puisque c'est une entreprise qui est extrêmement représentée au S&P 500 et au Nasdaq. Et si vous regardez sur les 4 derniers jours, l'entreprise a quand même corrigé de plus de 8%. Donc forcément, ça peut expliquer en partie la baisse des indices. C'est une entreprise qui pèse à plus de 6% dans le S&P 500. On va maintenant aller voir l'euro-dollar. Je le regarde tout simplement, vous le savez, en grande partie par rapport à l'inflation puisqu'on achète beaucoup de commodities, donc le pétrole, l'alimentation, etc., cotés en dollars. Et je le regarde aussi évidemment parce qu'on est beaucoup à avoir des revenus, notamment en euros, et même du patrimoine en Europe, peut-être via l'immobilier, des actions, etc. Et donc c'est toujours intéressant de comparer la valeur dans laquelle beaucoup de nos actifs est coté, et donc c'est aussi pour ça que je le regarde. Donc on voit globalement qu'il ne fait rien depuis quelques mois, il est autour de 1,1, donc de 1,10. Donc globalement, il ne s'est pas passé grand-chose dessus. Et vous savez que l'euro-dollar, j'aime souvent le regarder avec le pétrole, puisqu'on achète du pétrole en dollars, et le pétrole, c'est clairement un coût pour les personnes au quotidien, pour l'essence, les transports en commun, l'aviation, etc. Et donc on voit qu'il se balade toujours entre ces 70 et ces 80 dollars. Là, il est un petit peu plus haut qu'il y a quelques semaines. Cependant, rien d'inquiétant, on n'est pas en train de repartir sur les 100 dollars, mais clairement à suivre parce qu'il pourrait repartir à la hausse ou alors repartir à la baisse. Et dans les deux cas, ça aurait des énormes impacts sur l'inflation. Inflation dont on reparlera d'ailleurs plus tard quand je vous montrerai des indicateurs sur l'économie, mais avant ça, je voulais vous montrer deux, trois actions que vous savez que je suis en ce moment. Tout d'abord Enphase, donc clairement l'entreprise, elle continue sa baisse. Moi, comme vous le savez, je fais du DCA doucement dessus pour construire une position. J'ai un prix de revient unitaire autour des 160 dollars et puis je vais commencer à le baisser en rachetant un petit peu tous les mois. Sachez que le solaire, clairement, c'est un secteur qui souffre en ce moment. Les taux sont remontés. C'est aussi un secteur qui a beaucoup souffert aux États-Unis en grande partie à cause de ça du coup. Et sur le court terme, clairement, il ne faut pas espérer que ça remonte forcément de suite. Personne ne connaît le futur. Et d'ailleurs, je ne fais jamais du court terme parce que clairement, si j'achète Enphase pour le vendre dans 6 mois en espérant avoir une plus-value, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux l'acheter pour 50, 10 ans. C'est un pari sur le long terme pour moi et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de l'acheter. Par contre, si vous ne croyez pas vraiment dans l'entreprise, dans le futur du secteur ou si vous faites du plus court terme, eh bien, clairement, personnellement, c'est pas ce que je présente sur la chaîne et donc c'est pas parce que j'achète que tout le monde doit l'acheter. Bien au contraire, faites vos propres recherches, vous prenez votre propre décision et personne ne peut vous donner des conseils. C'était juste pour vous tenir au courant que du coup, j'allais continuer à doucement acheter l'entreprise. Un petit peu dans le même style, vous avez Tesla. Alors, Tesla, c'est une entreprise sur laquelle j'ai un coût de revient à 160 dollars. Il y a des actions que j'ai depuis très longtemps qui sont beaucoup plus bas, et puis j'en avais aussi racheté plus récemment, ce qui a remonté mon prix de revient unitaire. Ce qui d'ailleurs me fait dire aussi que la stratégie de ne pas acheter parce qu'on est déjà en plus-value sur une entreprise, c'est pas quelque chose que je fais. Moi personnellement, même si je suis déjà dans le vert et que je trouve que l'entreprise est encore à un bon prix, ben, je continue à l'acheter puisque
au final, sur le court terme, j'en avais déjà parlé, je regarde pas trop les pourcentages d'évolution, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans 10 ans. Et s'il y a une entreprise que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai des convictions, j'hésiterai pas à en acheter plus, même si je suis déjà en positif. Et c'est souvent un biais qu'on a, où on aime une entreprise, où c'est une bonne affaire, mais on n'en achète plus parce qu'on est à plus 10% dessus. Ce n'est pas quelque chose que je fais, quitte à avoir un portefeuille moins sexy, à montrer des chiffres moins impressionnants, c'est pas grave. Bref, je me perds un peu, mais je voulais faire cet aparté. Là, si on regarde Tesla, je la surveille parce qu'on voit qu'elle est bien corrigée. Elle était autour des presque 300 dollars. On voit qu'elle est montée à 297 dollars. En gros, elle a touché les 300 dollars et aujourd'hui, elle est à 250 dollars. C'est une entreprise que j'aimerais certainement racheter si elle revenait sous les 200 dollars, 180 dollars. Et ça peut aller très vite avec une entreprise aussi volatile que Tesla. Vous voyez, si elle fait un moins 20%, donc ça peut se faire en peut-être une semaine avec des mauvaises nouvelles, et ben je pourrais m'y intéresser à nouveau puisque c'est une entreprise surtout, le plus je la regarde du côté industriel, innovation, je suis ingénieur de formation, et le plus je regarde l'entreprise, et le plus je suis impressionné vraiment par ce qu'ils font. Et donc, ben, clairement, pourquoi pas réinvestir dans le futur. Et je tenais à vous en parler parce que voilà, c'est une entreprise que je suis pas mal, et elle a commencé une belle correction depuis quelques semaines. Évidemment, pour l'instant, je ne l'achète pas, et si c'était le cas, je vous tiendrai au courant dans des vidéos mensuelles, comme je le fais à chaque fois. On passe maintenant aux indicateurs financiers. Tout d'abord, je voulais vous montrer les forward PE sur le S&P 500, donc les large cap, les 500 plus grosses entreprises américaines. On voit qu'aujourd'hui, on est remonté à 19,1. Historiquement, le marché est plutôt un petit peu cher. Cependant, une petite baisse sur le S&P 500 pourrait ne pas faire de mal pour rebaisser un petit peu les ratios sur l'indice, surtout si on a un ralentissement économique qui est déjà en cours clairement. Ça s'est ressenti dans beaucoup de résultats sur les 2 derniers trimestres. Donc voilà, à surveiller, rien d'inquiétant pour moi, je continue à l'acheter, mais je voulais le montrer. En parlant d'indices, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est les marchés émergents. J'achète en ce moment beaucoup d'ETF marchés émergents, vraiment je mets plus que d'habitude parce que je crois beaucoup à l'Inde, notamment en Amérique du Sud, aussi à la Chine, même s'il y a plus de ralentissement économique et de difficultés. Et si vous regardez, en ce moment, les marchés émergents, bon là c'est les World MSCI, donc Emerging Market, États-Unis, le monde entier, et Europe, Australie, et ça doit être les pays de l'Est, tout à vérifier. Et globalement, si vous regardez, les marchés émergents sont plutôt donc en forward PE, donc les PER dans un an, d'après les estimations de croissance des analystes, mais globalement, c'est les PER. Si vous regardez, on est à seulement 12 sur les marchés émergents, et historiquement, on est plutôt sur la moyenne, alors que le monde et le S&P 500 sont clairement un petit peu plus hauts par rapport aux moyennes historiques. Et donc, j'investis beaucoup dessus, au-delà du fait que ce soit plutôt un bon prix en ce moment, je veux investir en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je mets beaucoup dans le ETF marché émergent, sachant que je ne veux pas acheter les actions en individuel, puisque je ne parle pas les langues, je ne connais pas les cultures, je ne connais pas la comptabilité dans ces pays. Et donc, un ETF me permet de m'exposer aussi bien en diversification géographique que monétaire sur beaucoup de pays que je ne peux pas toucher en direct. On continue sur nos indicateurs financiers et on va regarder le 5 years break-even. Donc, pour rappel, bon, je vous mets la définition en dessous, vous pouvez aller la lire, mais globalement, c'est les prévisions d'inflation du marché dans 5 ans. Donc, globalement, c'est les marchés obligataires qui nous indiquent pour eux où sera l'inflation dans 5 ans en regardant tout simplement les taux sur les obligations. Encore une fois, vous avez le nom et la définition en dessous et vous pouvez regarder plus en détail. Globalement, ce que je veux vous montrer, c'est que par rapport aux grosses peurs qu'on a eues fin 2022 et même tout 2022 sur l'inflation qui explosait et donc les banques centrales avaient commencé à remonter les taux, le marché à ce moment-là pensait que dans 5 ans, on aurait encore une inflation à plus de 3,5%. Aujourd'hui, on est redescendu sur les 2,3%. Par contre, si vous regardez, depuis quelques semaines, on a une légère augmentation. C'est pas énorme, on était autour des 2,10 et aujourd'hui, on est remonté à 2,30. Ça m'inquiète pas forcément, mais il faudrait pas que ça reparte beaucoup plus à la hausse. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché est en train de se dire, bon, globalement, on a l'inflation qui a l'air d'être maîtrisée et on devrait être autour des 2% dans 5 ans, mais c'est quelque chose que je vais surveiller de près parce qu'il faut surtout pas que les banques centrales se ratent sur l'inflation et qu'ils coupent pas les taux trop tôt. On continue maintenant avec le personal saving rate. Donc globalement, c'est la capacité d'économie aux États-Unis, donc des ménages américains, et en gros, c'est l'argent qui resterait une fois qu'on a tout payé pour vivre, ou par exemple investir, etc. On voit qu'on avait fait un point bas à 2,7% en juin, donc ça veut dire que les Américains étaient vraiment ric-rac, il n'y avait plus beaucoup d'argent à la fin du mois, et aujourd'hui on est en train de remonter. C'est pas du tout incohérent puisque l'emploi est plutôt très bon aux États-Unis, les salaires ont augmenté et l'inflation est en train de ralentir. Donc les salaires montent, les prix arrêtent de monter aussi vite qu'avant et les personnes ont du travail. Donc globalement c'est plutôt une très bonne chose et c'est un signe que la situation est peut-être en train d'un petit peu s'améliorer, sachant qu'on a passé 2 trimestres très difficiles. Vous l'avez vu en bourse, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des baisses de revenus, des baisses de bénéfices, et ça s'est ressenti. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'on est sorti d'affaires d'un point de vue d'une récession possible aux États-Unis. Cependant, si les gens ont plus de pouvoir d'achat et plus d'argent qui reste, eh bien ils vont peut-être pouvoir un peu plus reconsommer ou investir, et c'est globalement un bon signe pour l'économie aux États-Unis.
On va passer maintenant à l'immobilier et tout d'abord, je vais vous parler rapidement des États-Unis et après on va passer sur la France. Donc ça y est, ça fait 2 trimestres d'affilée que le prix médian des maisons aux États-Unis est en train de baisser. Et c'est confirmé, la baisse a lieu, les transactions ont fortement baissé, il y a plus beaucoup d'acheteurs sur le marché, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et il y a toujours autant de vendeurs, donc forcément ça fait corriger les prix. On va maintenant un petit peu parler d'immobilier en France parce que je suis en recherche active en ce moment. Donc déjà, si vous mettez immobilier baisse sur Google, je vais zoomer un petit peu que vous voyez mieux, sachez qu'il y a plein d'articles qui sortent et clairement la baisse est en train d'avoir lieu. On commence à voir les chiffres qui sortent des notaires, de sites comme Meilleur Agent, etc. qu'on va regarder après. Et oui, les prix commencent à baisser. Alors quand on dit les prix baissent, on se rend pas compte à quel point. Et je voulais vous faire un petit exercice que j'ai fait pour moi-même qui est extrêmement intéressant. Je me suis amusé à regarder la baisse de pouvoir d'achat juste avec l'augmentation des taux. Donc voilà, l'augmentation des taux, ça fait perdre beaucoup de pouvoir d'achat. J'ai fait une simulation, si vous regardez, il y a environ 2 ans, quand on avait les taux autour de 1,2% et on a été encore plus bas. Mais bon, sur du 25 ans, le 1,2%, c'est quelque chose qu'on arrivait à avoir assez facilement. Et puis là, l'assurance à 0,34. Ok. Avec 557 euros de mensualité, donc ça veut dire que ça ferait un salaire autour des 1650 euros net, puisqu'on prend 33%, on pouvait emprunter 134 500 euros. Et je vous ai mis 134 500 tout simplement parce qu'en fait, je voulais comparer par rapport à 100 000 euros. Aujourd'hui, avec les taux autour de 4%, et même généralement on commence à avoir du mal à les trouver parce que ça commence encore à monter, et avec une assurance aussi à 0,34 qui n'aurait pas bougé, on peut emprunter 100 000 euros avec exactement le même salaire. Ce qui veut dire, je vous ai fait le calcul ici, on a perdu plus de 25% de pouvoir d'achat à salaire équivalent en seulement 2 ans. Et ce qui se passe, c'est que eh bien, l'offre de biens, elle n'est pas extensible sur le marché. En gros, comme j'aime souvent le dire, à catégorie socio-professionnelle équivalente, on achète toujours les mêmes types de biens. C'est-à-dire une famille avec 2 personnes qui travaillent, ils pouvaient s'acheter une maison à l'époque et ils pourront certainement toujours s'acheter une maison aujourd'hui, sauf qu'il va falloir que le prix des maisons baisse parce qu'il y aura toujours le même nombre de personnes qui cherchent le même type de biens puisque on construit pas tant de biens que ça et ok, on rénove un petit peu des biens, mais globalement, le marché, il suit forcément les acheteurs. Et vu que la capacité d'emprunt, elle a baissé pour tous, le marché devait corriger, on s'y attendait, on en avait déjà parlé ensemble, et clairement, bah, ça y est, on est en train de corriger. Et donc, le marché immobilier, il corrige toujours beaucoup plus lentement, c'est-à-dire que c'est tout le temps quelque chose qui arrive avec le temps, puisque, eh bien, il y a de moins en moins d'acheteurs, les vendeurs, ils rechignent à vendre, ils enlèvent le bien du marché, ils attendent 6 mois, certains peuvent se permettre d'attendre, certains peuvent plus attendre parce que ça peut être des héritages, ou alors ils sont en train de déménager, donc ça prend du temps, mais c'est clairement en train de se mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que je vois personnellement dans mon marché. Donc là, je vous ai mis la zone de Clermont-Ferrand ultra-centre. Et sachez aussi que je peux rechercher dans toutes les villes et les villages qui sont autour de cette zone. Donc c'est comme dans le centre de la France, en Puy-de-Dôme. Et si vous regardez, après, il n'y a pas grand monde sur 200 km à la ronde. Les grosses villes, c'est à 2 heures et 3 heures de route. C'est Lyon et Montpellier. Donc voilà, et on est à 4 heures de Paris. Donc clairement, c'est un marché qui est assez unique et dans lequel, ben, moi, personnellement, je suis acheteur. Ce que je voulais vous dire un petit peu, c'est que actuellement, par exemple, c'est complètement arbitraire ce que je vous dis. On va prendre le ultra centre historique qui pourrait être très bien, par exemple, pour faire du Airbnb ou pour garder un beau bien patrimonial qui perdra certainement peu de valeur puisque c'est des bâtiments qui ont des centaines d'années, qui sont solides, etc. Mais il y a aussi des choses à faire sur des maisons, sur des villages et des villes un petit peu plus éloignées à 10-20 km. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur un achat-revente dans un village plutôt coté. Et ça, c'est quelque chose dont je vous avais parlé sur la chaîne à l'époque et je vais certainement recommencer à investir en immobilier. Donc si vous prenez ici, ils vous disent que sur les 3 derniers mois, on a fait moins 1,8% sur ce marché précis, sur un an moins 1% et sur 2 ans plus 3%. Ce n'est pas du tout ce que je vois sur le terrain. Clairement, personnellement, par exemple, j'ai vu des offres passer à moins de 2300 euros le mètre carré, alors qu'ici ils disent qu'on est encore à 2500 euros le mètre carré moyen sur de l'appartement. Donc j'ai vu des décotes passer à moins 10, moins 15% sans effort. Alors évidemment, bah, mes offres pour l'instant elles ne sont pas encore passées parce que petit malin que je suis, j'ai fait des offres beaucoup plus agressives. Mais bon, à force de me battre, je vais bien réussir à trouver quelque chose. Et personnellement, bah, voilà, je cherche à faire une très bonne affaire. Et clairement, on commence à avoir des prix sur le marché beaucoup plus bas que ce qui est affiché. Et si vous faites une offre à 2250, 2300 qui passe sur des biens qui se vendaient il y a encore 2 ans sans souci à 2005 et c'était très bas, on passait même des biens sur du 2008, 3000 au plus haut du marché. Clairement, c'est des décotes qui sont entre 10, 20, on peut même faire du moins 30%, notamment si on a des mauvais DPE. Vous savez, c'est les nouvelles règles sur l'isolation, il y a vraiment des choses à faire. D'ailleurs, petit aparté, je suis dans le coin de Clermont, donc bah, s'il y a des gens qui sont dans le coin, n'hésitez pas si vous voulez parler un petit peu d'immobilier, de bourse, etc. Ça peut être intéressant aussi d'avoir votre vue du marché, peut-être que vous savez des choses que je ne connais pas, et c'est aussi tout l'objectif de la chaîne que de s'aider. Alors là, c'est ultra particulier, il faut être dans ce coin, il faut connaître l'immobilier, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'en parler. Et si vous voulez en parler, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des DM sur Instagram, je fais tout ce que je peux pour répondre à tout le monde tant que j'y arrive encore. Et pour information, le site que j'utilise ici, c'est Meilleur Agent et c'est vraiment un bon site
pour avoir une estimation du prix d'un bien précis. Vous pouvez aussi faire des estimations qui comparent avec ce qui s'est vendu auparavant, en mettant l'état du bien, etc. Et honnêtement, ça donne des offres assez précises. Je l'avais utilisé quand j'avais fait de l'achat-revente. Et à quelques dizaines d'euros au mètre carré, globalement, j'étais vraiment pas loin de ce que j'avais pu acheter en mauvais état et revendre en bon état. Donc très bon site que je peux recommander pour l'immobilier. Donc on va finir la vidéo maintenant. Pour information, donc voilà, le marché immobilier, clairement, il est en train de corriger lentement. Et comme en bourse, on ne sait pas quand est-ce qu'on fera un plus bas. Est-ce qu'on va toucher un point bas en 2024, fin 2023, 2025? On ne sait pas. On ne sait pas si les taux vont continuer à monter, on ne sait pas comment le marché va réagir. Donc clairement, bonne chance pour savoir. Ce qui me fait dire du coup qu'il faut prendre des marges de sécurité. C'est-à-dire que moi, je recherche un bien des côtés de moins 20 à moins 30% par rapport au prix où on était au plus haut du marché. Et je parle ici après rénovation, prêt à revendre ou à louer. Et si je fais ça, c'est tout simplement parce que je me dis, si le marché corrige de 20%, c'est énorme. S'il corrige de 30%, ce serait un crack historique. Et donc si moi j'achète 20 à 30% en dessous du marché, dans tous les cas, il y a peu de chances que je sois perdant. J'inclus dedans évidemment les frais de notaire et tous les coûts de travaux qu'on pourrait avoir. Donc voilà un petit peu pour ma stratégie d'achat et comment je me protège si la baisse continue. C'est la même chose en bourse, hein. On accepte d'acheter des actions malgré que le marché pourrait continuer à baisser parce qu'on estime d'ores et déjà que c'est des bonnes affaires en prenant nos marges de sécurité dans nos calculs. Je fais la même chose en immobilier et d'ailleurs un retour sur investissement qui soit en bourse, en immobilier ou en faisant une installation chez soi, en investissant pour son business dans un ordinateur, etc. C'est tout le temps le même calcul, c'est un calcul de retour sur investissement. Et au final, je conclurai aussi sur le fait qu'il faut être patient et ne pas être trop émotionnel si c'est pour de l'investissement, du patrimonial ou de l'achat-revente. J'aimerais aussi dire par contre que si on est une personne qui veut tout simplement s'acheter une belle résidence principale pour y rester peut-être 10 ans, 20 ans, et c'est super aussi de faire ça, clairement, même si ce n'est pas un investissement vu que ça coûte de l'argent, ce sera un passif mais pas un actif. Cependant, j'aime beaucoup l'idée, et je sais que c'est un grand débat en finance, mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir une résidence principale, quitte à vivre 10 ans au même endroit, et bien autant faire de l'épargne forcée, et c'est du capital qu'on retrouvera plus tard si un jour on vend. Après, attention, les résidences principales, il faut quand même pas trop être émotionnel, parce que si on fait un coup de cœur et qu'on surpaye complètement, on peut ne jamais s'y retrouver, donc quand même prudence. Mais clairement, il pourrait y avoir aussi des très bonnes affaires si on veut juste faire de la résidence principale. Bon, on en a fini pour aujourd'hui. La vidéo a été clairement plus longue que ce que je pensais, mais c'est pas grave, je me dis que ça vous plaira, et puis au pire, vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre, vous l'avez sûrement d'ailleurs déjà fait avec le sommaire. Enfin bref, on va conclure, donc j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire, surtout la partie immobilier, moi ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Aussi, comme d'habitude, par rapport à la bourse, l'investissement, si vous voulez avoir les cours que j'avais fait à l'époque, il y en a pour 1 heure de vidéo offert et j'ai vraiment condensé les bases pour commencer à investir en bourse sur le long terme. C'est 100% gratuit et vous aurez le lien en description. Vous pouvez aussi cliquer ici comme d'habitude pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer de dire bonjour sur Instagram. Comme je vous le disais, on est beaucoup et de plus en plus à parler d'ailleurs en DM et ça m'intéresse énormément parce que vous m'amenez d'autres points de vue et clairement j'apprends beaucoup. Et sur ce, eh bien, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.